aux funérailles de mon mari, ma sœur s'est approchée de moi avec mon neveu dans les bras et a dit devant tout le monde, « Ce garçon est le fils de ton mari, donc je vais réclamer l'héritage de son père. » J'ai pris une inspiration et j'ai simplement dit, comme c'est intéressant, et j'ai essayé de retenir mon rire. Parce que mon mari. Je m'appelle Anne Insley, j'ai 34 ans, et je pensais que le pire moment de ma journée serait d'enterrer mon mari. Le problème avec la trahison familiale, c'est qu'elle ne survient jamais quand on y est préparé. Elle arrive quand on est déjà à terre, déjà brisé, déjà en train de se demander comment on va survivre à l'heure qui suit. Clara avait un timing parfait. Je lui accorde ça. David et moi avions été mariés pendant 8 ans. 8 années magnifiques, compliquées, parfois frustrantes, avec un homme qui me faisait rire même quand j'avais envie de l'étrangler. Il est mort dans un accident de voiture un mardi matin, sorti de nulle part. Un instant, il m'embrassait pour me dire au revoir en se plaignant de sa réunion matinale, et l'instant d'après, je recevais un appel téléphonique qui a tout changé. Les funérailles étaient tout ce que David aurait détesté. Trop formel, trop de fleurs, trop de gens qui le connaissaient à peine et qui faisaient semblant d'être dévastés. Mais c'est ce qu'on fait quand quelqu'un meurt subitement à 36 ans. On organise les funérailles qui réconfortent les autres, pas celles qui honorent la personne qu'on a perdue. J'étais debout près de son cercueil, encore sous le choc, quand j'ai vu Clara s'approcher. Elle avait été différente ces derniers temps, plus présente, plus solidaire. Quand David est mort, elle a été l'une des premières personnes à appeler. Elle avait aidé pour les arrangements, apporté de la nourriture, géré les parents. Je pensais que nous avions peut-être enfin assez mûri pour être de vraies sœurs. Elle portait le petit Michael, son fils, qui venait d'avoir 2 ans. Un bel enfant avec des boucles brunes et ses grands yeux qui faisaient fondre tout le monde. J'avais été là quand il est né, j'avais tenu la main de Clara pendant le travail, coupé le cordon ombilical quand elle était trop épuisée. J'aimais ce garçon comme s'il était mon propre neveu, ce que je croyais qu'il était. « Ansley » dit Clara, sa voix portant à travers la foule. Les gens se sont retournés pour regarder. Je dois te dire quelque chose d'important à propos de Michael, à propos de David. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Clara ne faisait jamais rien discrètement. Jamais elle ne gérait les affaires de famille en privé. Elle avait toujours besoin d'un public, toujours besoin de drame. Mais j'étais en deuil, je ne pensais pas clairement. Alors j'ai simplement hoché la tête et attendu. Ce garçon, dit-elle en soulevant Michael plus haut pour que tout le monde puisse le voir, est le fils de David. Nous avons eu une liaison qui a duré plus d'1 an. Je suis désolé que tu doives l'apprendre de cette façon. Mais maintenant que David est parti, je dois faire ce qui est juste pour mon enfant. Je vais réclamer l'héritage légitime de Michael. Le cimetière devint complètement silencieux. Je pouvais sentir tous les yeux sur moi, attendant ma réaction, attendant que je m'effondre, que je crie, que je fasse une scène. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Les parents de David semblaient horrifiés. Ses frères se sont rapprochés, pensant probablement qu'ils devraient me rattraper quand je m'écroulerais. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce que David m'avait dit 3 ans après notre mariage, quand nous essayions d'avoir des enfants et que rien ne fonctionnait. Nous avions vu spécialiste après spécialiste. Et finalement, un médecin a examiné les antécédents médicaux de David et l'a interrogé sur une opération qu'il avait subie dans son enfance, à l'âge de 7 ans. Je dois te dire quelque chose, m'avait dit David ce soir-là, en me tenant les mains. Quand j'étais enfant, j'ai eu des complications suite à cette opération. Ça m'a rendu complètement stérile. Je le sais depuis que j'ai 15 ans, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Ni à mes parents, ni à mes frères, personne. J'avais trop honte. Nous avions demandé un 2e avis, un 3e avis. Nous avions dépensé des milliers de dollars en espérant que quelqu'un, quelque part, nous dirait que nous nous trompions, mais chaque médecin a confirmé la même chose. David ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était médicalement impossible. Debout là, à ses funérailles, regardant ma sœur manipuler une foule de personnes en deuil, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Parce que pour la première fois dans notre relation compliquée, Clara m'avait enfin donné une munition qu'elle ne savait pas que je possédais. Les gens me demandent toujours quand j'ai réalisé pour la première fois que Clara n'était pas la sœur que je pensais qu'elle était. La réponse est, quand j'avais 15 ans, elle en avait 17, et elle a dit à toute notre famille que je couchais avec son petit ami. Ce n'était pas vrai. Je n'avais même jamais été seul avec Tommy Morrison, encore moins l'embrasser.
Mais Clara nous avait vu parler à un match de football de l'école, et d'une manière ou d'une autre, dans son esprit, cette conversation était devenue une liaison torride qui expliquait pourquoi Tommy était distant avec elle ces derniers temps. La vérité, c'est que Tommy était distant parce que sortir avec Clara était épuisant. Elle avait besoin d'une attention constante, d'une validation constante, d'un drame constant. Elle l'appelait en pleurant pour des affronts imaginaires de la part d'autres filles, l'accusait de flirter quand il disait bonjour à des camarades de classe féminine, et lui rendait généralement la vie misérable. Mais admettre cela aurait obligé Clara à examiner son propre comportement, et ce n'était pas quelque chose dont elle était capable. C'était plus facile de me blâmer. Je ne peux pas croire que ma propre sœur me ferait ça, sanglotait-elle à table, avec tout le talent théâtral de quelqu'un qui s'était entraîné devant le miroir. Elle flirte avec Tommy depuis des semaines. Tout le monde à l'école en parle. Mes parents m'ont regardé comme si j'avais commis un meurtre, non pas parce qu'ils croyaient que j'étais capable de voler le petit ami de ma sœur, mais parce que la loyauté familiale était censée être absolue chez nous. On ne se trahissait pas, même si on ne se trahissait pas vraiment. Ansley, a dit mon père de cette voix déçue qui me noue encore l'estomac. Est-ce que c'est vrai? Non, ai-je dit. J'ai parlé à Tommy pendant peut-être 5 minutes de notre devoir d'histoire. C'est tout. Vous voyez, a gémi Clara. Elle vous ment en face. Elle essaie de nous séparer depuis le premier jour parce qu'elle est jalouse que j'ai un petit ami et pas elle. L'injustice était à couper le souffle. J'avais 15 ans, j'étais maladroite et plus intéressée par les livres que par les garçons. Je n'avais aucun désir de voler le petit ami de qui que ce soit, surtout pas Tommy Morrison, qui semblait assez gentil, mais ne pouvait pas tenir une conversation sur quoi que ce soit de plus complexe que les scores de football. Mais Clara était belle, populaire et en pleurs. J'étais la petite sœur aux cheveux crépus et aux opinions trop nombreuses. Devinez qui ils ont cru? J'ai été privé de sortie pendant 2 mois. Clara a reçu de la sympathie et une nouvelle robe pour l'aider à se sentir mieux après son chagrin d'amour. Tommy, confus par toute l'affaire, a rompu avec Clara la semaine suivante et a commencé à sortir avec Jennifer Walsh, qui a eu le bon sens de rester à l'écart de notre drame familial. Ça aurait dû être la fin de l'histoire. Mais Clara ne laissait jamais rien passer. Pendant le reste du lycée, elle évoquait ma trahison chaque fois qu'elle avait besoin de détourner l'attention de ses propres problèmes. Elle avait raté un examen? Eh bien, elle avait été trop bouleversée par ma malhonnêteté pour étudier. Elle s'était fait prendre en train de faire le mur? Elle avait été tellement blessée par le drame familial qu'elle avait eu besoin de s'échapper pour réfléchir. C'est devenu notre mythologie familiale. Clara était la victime et j'étais la sœur à qui on ne pouvait pas faire confiance. Le schéma a continué à l'université. Quand Clara a abandonné ses études en 2e année, c'est parce qu'elle avait été trop émotive à cause de notre relation compliquée, pour se concentrer sur ses études. Quand elle ne parvenait pas à garder un emploi après avoir obtenu son diplôme, c'est parce que le stress de nos problèmes non résolus affectait sa santé mentale. Mes parents ont gobé ça tout cru. Clara était sensible, artistique, blessée par la vie. J'étais pratique, stable, peut-être un peu froide. Clara avait besoin de protection et de soutien. Je devais être plus compréhensive, plus indulgente, plus disposée à laisser le passé derrière moi. Vous êtes sœur, disait ma mère chaque fois que j'exprimais ma frustration. La famille, c'est pour toujours. Tu dois apprendre à pardonner. Mais le pardon exige la reconnaissance d'un tort. Et Clara n'a jamais admis avoir fait quoi que ce soit de mal. Dans sa version des faits, elle était toujours la victime des circonstances, de la jalousie des autres, ou de mon hostilité inexplicable à son égard. Quand j'ai commencé à avoir des relations sérieuses à l'université, Clara trouvait des moyens de s'immiscer dans mes relations. Pas ouvertement, pas de manière évidente, mais elle appelait quand elle savait que j'avais des rendez-vous, prétextant des urgences familiales qui nécessitaient une attention immédiate. Elle débarquait aux soirées et parvenait d'une manière ou d'une autre à monopoliser les conversations avec la personne qui m'intéressait. Elle racontait des histoires embarrassantes sur moi sous couvert d'être une sœur aimante et attentionnée. Ansley a toujours été un peu intense, disait-elle avec un rire qui se voulait affectueux mais qui ressemblait à un coup de poignard. Elle prend tout tellement au sérieux. J'ai peur qu'elle fasse fuir les garçons. Une par une, les relations s'essoufflaient. Pas de façon spectaculaire, pas avec des disputes ou des ruptures, mais avec des garçons qui semblaient soudainement moins intéressés, moins disponibles, moins investis. J'ai commencé à me demander s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, si j'étais vraiment trop intense, trop sérieuse,
trop difficile. Ce n'est que lorsque j'ai rencontré David que j'ai compris ce qui s'était passé. David était plus âgé, plus confiant, et complètement indifférent au type de manipulation particulier de Clara. Quand elle essayait ses tactiques habituelles, il redirigeait poliment les conversations vers moi ou ignorait simplement ses tentatives évidentes de me saper. « Ta sœur est intéressante », a-t-il dit après avoir rencontré Clara pour la première fois. Très théâtral. C'est comme si elle était toujours sur scène. C'était exactement ça. Clara était toujours en représentation, toujours en train de manœuvrer, toujours en train de se positionner comme la star du drame qui se déroulait. Et pendant des années, j'avais été sa distribution secondaire involontaire, jouant le rôle de la sœur qui ne la comprenait pas, ne l'appréciait pas, ne l'aimait pas assez. Mais David voyait clair dans son jeu, et Clara le détestait pour ça. Elle a essayé de me mettre en garde contre lui, suggérant qu'il était trop contrôlant, trop sérieux, trop vieux pour moi. Quand ça n'a pas marché, elle a essayé de se lier d'amitié avec lui, l'appelant pour lui raconter de longues histoires sur ses problèmes et lui demander conseil. Quand il a poliment renvoyé ses appels vers moi, elle l'a accusé d'essayer de m'isoler de ma famille. « Il te change », m'a-t-elle dit juste avant que David et moi ne nous fiancions. « Avant, tu te souciais de la famille. Maintenant, tout ce qui t'importe, c'est lui. » Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'avais cessé de nourrir son drame. J'avais arrêté de tout laisser tomber pour gérer ses crises. J'avais arrêté d'accepter la responsabilité pour des problèmes que je n'avais pas créés. David m'avait montré à quoi ressemblait une relation saine. Et en comparaison, tout dans ma dynamique avec Clara semblait tordu et malsain. Mais je pensais que nous avions dépassé tout ça. Je pensais que Clara avait peut-être enfin mûri assez pour être une vraie sœur au lieu d'une victime professionnelle. Je me trompais. Il y a 3 ans, Clara a frappé à ma porte à 22h un mardi soir, en pleurs et enceinte. J'ai failli ne pas la reconnaître. Fini les cheveux soigneusement coiffés et les vêtements de marque qui la définissaient depuis le lycée. Elle avait l'air maigre, épuisée et véritablement effrayée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est effondrée dans mes bras comme une enfant. « Je suis tellement désolé », n'arrêtait-elle pas de dire. « Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je ne savais pas où aller d'autre. » David était en déplacement professionnel, donc il n'y avait que Clara et moi dans mon salon, avec ses échographies éparpillées sur ma table basse comme les preuves d'un miracle que je n'attendais pas enceinte de 6 semaines, pas de partenaire en vue, selon Clara, aucun soutien familial. Maman et papa ne le savent pas encore, a-t-elle admis en s'essuyant le nez avec le mouchoir que je lui avais donné. J'ai trop peur de leur dire. Tu sais ce qu'ils pensent des mères célibataires. Nos parents étaient traditionnels, religieux et très soucieux de ce que les autres pensaient. Une fille enceinte et non mariée ne correspondrait pas à l'image de la famille parfaite qu'ils s'étaient efforcés de maintenir. Clara avait raison d'avoir peur. Et le père, ai-je demandé doucement. Le visage de Clara s'est de nouveau effondré. Il est marié. Je ne le savais pas quand on a commencé. Enfin, je crois. Il m'a menti sur tout. Quand je lui ai parlé du bébé, il a dit que je devais gérer ça discrètement. Il m'a donné de l'argent et m'a dit de ne plus jamais le contacter. Je l'ai cru. La Clara que je connaissais était beaucoup de choses. Dramatique, manipulatrice, égocentrique. Mais elle n'était pas une briseuse de ménage. Elle était plus susceptible d'être l'autre femme qui pensait sincèrement être la seule femme. Celle qui croyait tous les mensonges qu'un homme marié lui racontait pour la satisfaire avec des miettes d'attention. « Je ne peux pas élever un bébé seul », dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je n'ai pas de carrière. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai rien. J'ai travaillé dans cette boutique, mais ils réduisent déjà mes heures. Je ne peux même pas payer mon loyer le mois prochain. » C'était vrai. Clara n'avait jamais réussi à se construire le genre de vie stable qui pourrait subvenir aux besoins d'un enfant. Elle avait navigué entre les emplois, les appartements et les relations pendant des années. Toujours convaincue que quelque chose de mieux l'attendait au tournant. La grossesse l'avait forcée à affronter la réalité, rien de mieux n'arrivait, et elle n'y était pas préparée. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je demandé. « J'ai besoin de retrouver ma sœur, dit-elle, me regardant avec une expression si vulnérable qu'elle m'a brisé le cœur. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Je sais que j'ai été jalouse et mesquine et probablement impossible à gérer, mais je vais être mère. Et je veux être meilleure que je ne l'ai été. » Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. Clara m'a parlé de la thérapie qu'elle avait commencée,
des livres sur le développement de l'enfant qu'elle lisait, de l'entretien d'embauche qu'elle avait prévu dans une entreprise plus stable. Elle m'a montré un carnet où elle suivait ses dépenses, essayant de comprendre comment faire fonctionner un budget avec un seul revenu. Elle s'est excusée, s'est vraiment excusée sans rejeter la faute ou trouver des excuses. Elle a reconnu la douleur qu'elle m'avait causée au fil des ans, les relations qu'elle avait sabotées, la confiance qu'elle avait trahie. C'était la conversation que j'avais voulu avoir avec ma sœur depuis 15 ans. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, dit-elle. Mais j'espère que nous pourrons peut-être repartir de zéro. Peut-être que je pourrai te prouver que je ne suis pas la même personne que j'étais. David est rentré le lendemain matin et a trouvé Clara endormie sur notre canapé et moi en train de préparer le petit déjeuner pour 3. Je m'attendais à ce qu'il soit frustré, peut-être même en colère que j'ai pris la décision unilatérale de nous impliquer dans le drame de Clara. Au lieu de cela, il a écouté tranquillement pendant que j'expliquais la situation, puis m'a aidé à apporter le café dans le salon où Clara venait de se réveiller. « Félicitations », a-t-il dit simplement. « Tu accouches quand ? » Pendant les 7 mois suivants, Clara a été la sœur que j'avais toujours voulu. Elle appelait régulièrement, mais pas de manière obsessionnelle. Elle demandait des conseils, mais n'exigeait pas que je résolve ses problèmes. Elle a obtenu le poste pour lequel elle avait passé un entretien et l'a gardé, travaillant régulièrement tout au long de sa grossesse, malgré des nausées matinales qui ont duré jusqu'à son 2e trimestre. Quand elle avait besoin d'aide, et elle en avait besoin, avec les factures médicales, les vêtements de maternité et la préparation à l'arrivée d'un bébé avec un budget limité, elle demandait directement au lieu de manipuler les circonstances pour forcer mon implication. Quand je proposais mon aide, elle acceptait avec grâce et essayait toujours de rendre l'appareil comme elle le pouvait. Elle a peint ma salle de bain pendant que j'étais au travail, a organisé mon placard et a préparé le dîner pour David et moi au moins une fois par semaine pendant son 3e trimestre. De petits gestes, mais significatifs, qui montraient qu'elle considérait notre relation comme quelque chose de réciproque plutôt qu'à sens unique. Plus important encore, elle a cessé de jouer la comédie. Quand elle était heureuse, elle le montrait sincèrement. Quand elle avait peur de devenir mère, elle l'admettait honnêtement. Quand elle était frustrée par l'inconfort physique de la grossesse, elle se plaignait sans en faire la faute ou la responsabilité de quelqu'un d'autre. J'étais là quand Michael est né. Clara m'avait demandé d'être sa coach d'accouchement, et j'avais accepté malgré mon manque total d'expérience en matière d'accouchement. Pendant 14 heures, je lui ai tenu la main, lui ai donné des glaçons et l'ai aidé à respirer à travers des contractions qui lui faisaient serrer mes doigts si fort que je pensais qu'elle pourrait les casser. Quand Michael est enfin arrivé, minuscule, parfait et criant son indignation au monde, Clara m'a regardé, les larmes coulant sur son visage, et a dit « Merci d'avoir cru que je pouvais changer ». Je pleurais aussi. Pas seulement à cause du miracle de la naissance, mais parce que j'avais enfin retrouvé ma sœur. La vraie Clara, celle que j'avais parfois entrevue quand nous étions enfants, avant que la jalousie, la compétition et le dysfonctionnement familial n'aient tordu notre relation en quelque chose d'inconnaissable. Pendant 2 ans, ce fut tout ce que j'avais espéré. Clara était une mère dévouée, une employée fiable et une sœur qui se comportait réellement comme si elle se souciait de moi en tant que personne, et non pas seulement de ce que je pouvais faire pour elle. Nous dînions ensemble une fois par semaine. Nous nous envoyions des SMS régulièrement. Nous avons même fait un voyage d'un week-end ensemble quand Michael avait 18 mois, juste nous 3, et c'était parfait. Michael était une joie, un de ces bébés qui sourit tôt, rit souvent et rendent tout le monde autour d'eux plus heureux simplement par leur existence. Clara l'amenait aux réunions de famille, et j'adorais le regarder découvrir le monde. J'adorais voir le visage de Clara s'illuminer quand il atteignait de nouvelles étapes. Je lui achetais des vêtements, des jouets, des livres. Je le gardais quand Clara avait des engagements professionnels ou avait besoin d'une pause. J'ai ouvert un fonds d'études pour lui, y contribuant chaque mois parce que je voulais qu'il ait des opportunités que Clara et moi n'avions pas eues. J'imaginais être la tante qui lui apprendrait à faire du vélo, qui l'aiderait avec ses devoirs, qui l'embarrasserait à sa remise de diplôme de fin de lycée en pleurant trop fort. Quand David est mort, Clara a été l'une des rares personnes à savoir exactement quoi faire. Elle n'a pas offert de platitude ni demandé comment je tenais le coup. Elle est simplement venue avec une aide pratique. Des courses, une cocotte, quelqu'un pour gérer les appels téléphoniques des parents éloignés qui voulaient des détails sur l'organisation des funérailles. « Laisse-moi m'en occuper », avait-elle dit. Et pour une fois, laisser quelqu'un d'autre s'occuper des choses ressemblait à un soulagement plutôt qu'à une défaite. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour durer.
J'aurais dû me souvenir que Clara n'avait jamais maintenu un changement positif plus de quelques mois à la fois. J'aurais dû être plus méfiante de son aide soudaine, plus protectrice de mes propres limites. Mais j'avais tellement désespérément voulu croire que les gens pouvaient changer, que la famille pouvait guérir, que l'amour pouvait surmonter des années de dysfonctionnement et de blessures. J'avais voulu croire que la transformation de Clara était réelle, permanente et motivée par une véritable croissance plutôt que par un besoin temporaire. Debout près de la tombe de David, l'écoutant détruire tout ce que nous avions construit ensemble, j'ai réalisé que Clara n'avait pas changé du tout. Elle était juste devenue meilleure pour cacher qui elle était vraiment jusqu'à ce qu'elle soit en position de l'utiliser contre moi. Le truc avec Michael, c'est que je l'aimais sincèrement. Je l'aime toujours, pour être honnête. C'est peut-être la partie la plus cruelle de ce que Clara a fait. Elle a utilisé mon amour pour son enfant comme une arme contre moi. Dès sa naissance, Michael a fait partie de la famille. Pas seulement parce qu'il était mon neveu, mais parce que j'avais été là pour tout. Son premier sourire, son premier mot, ses premiers pas. C'est moi qui lui ai appris à empiler des cubes, qui lui lisais des histoires avant de dormir quand Clara était trop épuisée, qui lui chantait des berceuses dans le fauteuil à bascule que j'avais acheté pour sa chambre. Clara l'encourageait, plus que l'encourageait. Elle poussait pratiquement Michael dans mes bras à chaque occasion. « Tu es si doué avec lui », disait-elle en me regardant le nourrir, changer sa couche ou le faire cesser de pleurer quand elle n'y arrivait pas, il aime tellement sa tante Ansley. Regarde comme il se calme quand tu le tiens. C'était vrai. Michael et moi avions un lien dès le début. Peut-être parce que j'étais là quand il est né. Ou peut-être parce que je l'approchais sans l'anxiété et le désespoir de Clara d'être la mère parfaite. Quoi qu'il en soit, il semblait sentir que j'étais un havre de paix dans son petit monde. Quand il a commencé à parler, l'un de ses premiers mots clairs a été « Annie », sa prononciation de bébé pour Ansley. Clara applaudissait, riait et disait « Oui, c'est à Annie. Elle t'aime tellement. » Je pensais qu'elle était fière de notre lien. Je pensais qu'elle était reconnaissante que Michael est quelqu'un d'autre qu'il adorait, quelqu'un qui pouvait aider à porter l'énorme responsabilité d'élever un enfant seul. Je pensais qu'elle était généreuse, partageant son fils avec quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant. David et moi avions cessé d'essayer activement de tomber enceinte après son diagnostic. Mais cela ne signifiait pas que j'avais cessé de vouloir être mère. Avoir Michael dans ma vie était comme un cadeau, une chance de connaître cet amour inconditionnel et cette protection féroce qui accompagne le soin d'une petite personne qui dépend entièrement de vous. Clara savait tout cela. Elle connaissait la condition de David, notre décision d'arrêter les traitements de fertilité, et à quel point Michael apportait de la joie à ma vie autrement sans enfant. Elle m'avait vu pleurer quand il a fait ses premiers pas dans mon salon pendant qu'elle était dans la cuisine à préparer le déjeuner. Elle m'avait regardé m'allonger par terre pendant des heures à jouer avec des cubes et à lire le même livre 17 fois parce que c'était ce qu'il voulait. « Tu ferais une si bonne mère », m'avait-elle dit plus d'une fois. « Michael a tellement de chance de t'avoir comme tante. Certains enfants n'ont personne d'autre que leurs parents qui les aiment vraiment, mais lui, il t'a toi. » J'ai pris cette responsabilité au sérieux. Je m'assurais d'être disponible chaque fois que Clara avait besoin d'aide. Je lui achetais tout ce dont il avait besoin et beaucoup de choses dont il n'avait pas besoin. Je prenais des photos à chaque étape importante et m'assurais qu'il savait qu'il était aimé, voulu, célébré. Quand Clara a commencé à laisser entendre qu'elle avait des difficultés financières, j'ai augmenté mes contributions à son fonds d'études et j'ai commencé à faire les courses pour leur appartement. Quand elle a mentionné que la garde d'enfants était chère, j'ai commencé à le prendre un soir par semaine pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle. Quand ses vêtements devenaient trop petits plus vite qu'elle ne pouvait les remplacer, je l'emmenais faire du shopping et le laissais choisir de nouvelles tenues. Rien de tout cela ne ressemblait à un sacrifice. C'était ce que la famille faisait l'un pour l'autre. La première fois que j'ai remarqué que Clara me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, c'était quand Michael avait environ 18 mois. J'étais assise sur le sol de son salon, l'aidant à construire une tour avec des cubes pendant qu'elle pliait du linge à proximité. Il avait réussi à empiler 6 cubes avant que la tour ne s'effondre. Et quand elle est tombée, il a applaudi et ri comme si c'était la chose la plus incroyable qui soit jamais arrivée. « Encore, Annie. Encore », dit-il en poussant les cubes vers moi avec ses petites mains potelées. J'ai recommencé à construire la tour, faisant des expressions de concentration exagérées qui le faisaient glousser. Du coin de l'œil, j'ai vu Clara arrêter de plier et nous fixer pendant un long moment. Quand j'ai levé les yeux, elle souriait, mais quelque chose dans son sourire semblait forcé. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui,
Très bien, dit-elle rapidement, retournant à son linge. Juste fatiguée. Mais j'ai commencé à le remarquer plus souvent après ça. La façon dont Clara regardait quand Michael courait vers moi au lieu d'elle quand j'arrivais. La façon dont son sourire se crispait quand il pleurait pour Annie, alors qu'elle essayait de le réconforter. La façon dont elle interrompait nos jeux ou suggérait qu'il était temps pour moi de rentrer juste au moment où Michael et moi nous amusions le plus. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Clara n'avait été que reconnaissante de mon implication dans la vie de Michael. Elle avait encouragé notre lien depuis le début. Elle avait besoin de mon aide et j'étais heureuse de la lui donner. Mais en y repensant maintenant, je me demande si ce n'est pas à ce moment-là qu'elle a commencé à planifier. Quand elle a réalisé que mon amour pour Michael pouvait être utilisé contre moi, que mon incapacité à avoir des enfants me rendait vulnérable d'une manière qu'elle pouvait exploiter. Peut-être qu'elle a commencé à observer David aussi, à ce moment-là. Cherchant des faiblesses, des opportunités, des moyens de se positionner comme la victime des circonstances plutôt que comme leur architecte. Peut-être qu'elle a commencé à construire l'histoire qu'elle finirait par raconter à ses funérailles, celle qui la présenterait comme la femme lésée et moi comme l'épouse, trop aveugle pour voir la trahison de son mari. Ou peut-être que je lui accorde trop de crédit pour une planification à long terme. Peut-être que Clara a simplement vu une opportunité à la mort de David et l'a saisie comme elle avait toujours saisi les opportunités qui se présentaient. Peut-être qu'elle m'a regardé, brisé et en deuil, et a pensé que c'était sa chance de finalement gagner la compétition qui se déroulait dans sa tête depuis notre adolescence. Quoi qu'il en soit, elle a utilisé Michael. Elle a utilisé mon amour pour lui, mon incapacité à avoir mes propres enfants, mon désespoir de croire que la famille pouvait être plus que du dysfonctionnement et de la déception. Elle a transformé mon point le plus vulnérable en son arme de choix. Debout dans ce cimetière, l'écoutant détruire mon mariage et la mémoire de mon mari, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant envers ma sœur. Pas de la colère, pas de la déception, pas même de la trahison. De la haine. Une haine pure et simple pour quelqu'un qui utiliserait un enfant comme munition dans le jeu tordu qu'elle avait joué toute notre vie. Quelqu'un qui se tiendrait à des funérailles et mentirait sur un homme mort pour obtenir de l'argent qu'elle n'avait pas gagné et ne méritait pas. Mais sous la haine, il y avait autre chose. Du soulagement. Parce que finalement, Clara était allée trop loin. Finalement, elle avait raconté un mensonge que je pouvais prouver être impossible. Finalement, je pouvais arrêter de prétendre qu'elle était autre chose que ce qu'elle avait toujours été. Le premier appel téléphonique est arrivé 3 heures après les funérailles. J'étais assise dans ma cuisine, portant toujours ma robe noire, fixant une cocotte que quelqu'un avait apportée et me demandant comment les gens s'attendaient à ce que l'on mange quand votre monde venait de s'effondrer 2 fois en une journée. Ansley. La voix de Clara semblait hésitante, presque nerveuse. Je sais que la journée a été difficile. Je sais que c'est dur à encaisser pour toi. Dur à encaisser, comme si j'avais du mal avec une simple compréhension au lieu d'essayer de comprendre quel genre de personne annonce une revendication de paternité à des funérailles. Que veux-tu, Clara? Je veux que nous réglions ça comme des adultes, en famille. Je ne veux pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. J'ai failli rire. Elle avait déjà rendu les choses aussi difficiles que possible en choisissant le lieu le plus public, le plus humiliant pour son annonce. Tous les invités à ses funérailles en parleraient pendant des mois. La mémoire de David était désormais à jamais liée à l'adultère et au scandale, et j'étais dépeinte comme l'épouse ignorante trahie par sa propre sœur. Comment exactement veux-tu régler ça? Ai-je demandé. Eh bien, je pensais que nous pourrions trouver un arrangement à l'amiable, sans avocat, ni tribunaux, ni rien de compliqué comme ça. Je ne veux pas faire subir une grande bataille juridique à Michael. Bien sûr, Clara voulait éviter les procédures judiciaires car les procédures judiciaires exigent des preuves. Elles exigent des documents, des témoignages, des faits qui peuvent être vérifiés ou réfutés. La spécialité de Clara avait toujours été la manipulation émotionnelle, pas les preuves tangibles. À quel genre d'arrangement penses-tu? Peut-être que nous pourrions partager l'assurance vie de David et la maison. Enfin, Michael devrait hériter de la maison de son père, tu ne penses pas? Mais je sais que tu y vis, alors peut-être que nous pourrions nous arranger sur un calendrier. Ma maison. Elle voulait ma maison. La maison que David et moi avions achetée ensemble, rénovée ensemble, remplie de 8 ans de souvenirs, de meubles que nous avions choisis, de murs que nous avions peints et d'un jardin que nous avions planté. Elle voulait me la prendre et la donner à un enfant qui n'était même pas celui de David. C'est généreux de ta part, ai-je dit, gardant ma voix stable.
Me donner un délai pour déménager de ma propre maison. Ce n'est plus ta maison, Ansley. C'est la maison de Michael. David était son père. La certitude dans sa voix était presque impressionnante. Elle avait raconté ce mensonge si souvent au cours des 3 heures qui ont suivi les funérailles qu'elle avait commencé à y croire elle-même. C'était toujours le don de Clara, la capacité de réécrire la réalité jusqu'à ce que sa version devienne plus réelle pour elle que ce qui s'était réellement passé. Nous devrons faire un test de paternité, ai-je dit. Ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, regarde-le, Ansley. Il ressemble trait pour trait à David. Tout le monde l'a toujours dit. L'avait-il dit? J'ai essayé de me souvenir si quelqu'un avait déjà commenté la ressemblance de Michael avec David et je n'ai rien trouvé. Michael était un bel enfant aux cheveux bruns et aux yeux marrons, mais c'était le cas de beaucoup d'enfants. Je n'avais jamais vu de similitude particulière avec David, qui était blond aux yeux verts. S'il est le fils de David, tu ne devrais avoir aucun problème à le prouver. Clara soupira. Et je pouvais pratiquement l'entendre changer de tactique. Très bien, si c'est ce qu'il faut pour que tu me croies. Mais je ne vais pas faire subir à Michael un processus juridique traumatisant juste parce que tu ne peux pas accepter la réalité. Quelle réalité? Que ton mari a eu une liaison avec ta sœur? Qu'il m'a mise enceinte? Qu'il te ment depuis plus de 2 ans? Chaque mot était conçu pour blesser. Pour me faire douter de tout ce que je pensais savoir sur mon mariage. Et si je n'avais pas su ce que je savais, cela aurait pu marcher. Clara était douée pour trouver les points de pression et appliquer juste assez de force pour faire douter les gens d'eux-mêmes. Quand cette liaison est-elle censée avoir eu lieu? Ça a commencé quand j'étais enceinte. Tu étais si occupé par le travail, si indisponible, et David se sentait seul. J'étais vulnérable, confronté à l'abandon du vrai père de Michael, et David m'a soutenu. Le scénario était astucieux. Mon soutien à Clara pendant sa grossesse, recadré comme l'opportunité d'infidélité de David. Mes engagements professionnels, qui avaient été nécessaires pour subvenir aux besoins de mon foyer et aux dépenses de Clara pendant sa grossesse, repositionnés comme une négligence qui justifiait la trahison. Alors David t'a réconforté en te mettant enceinte? Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Ce sont des choses qui arrivent, Ansley. Des choses qui arrivent. Comme si l'adultère était une catastrophe naturelle. Quelque chose qui se produit sans que personne ne fasse de choix délibéré. Comme si David avait accidentellement mis enceinte une femme qu'il ne pouvait en fait pas mettre enceinte. Je vois. Et tu as caché ça pendant 2 ans. Pourquoi? Je voulais te protéger. Je pensais que David te le dirait peut-être lui-même. Ou peut-être que ce serait mieux que tu ne le saches jamais. Mais quand il est mort, Michael mérite de savoir qui était son père. Il mérite son héritage. Le martyr était parfait. Clara, la noble sœur, sacrifiant son propre confort pour me protéger d'une vérité douloureuse. Clara, la mère dévouée, se battant pour les droits de son fils contre une belle-sœur égoïste qui voulait tout garder pour elle. Je dois y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Mais Ansley, j'espère que tu te souviendras que Michael est innocent dans tout ça. Ce n'est qu'un petit garçon qui a perdu son père aujourd'hui. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, me laissant seul avec son récit parfaitement construit et ma compréhension parfaitement claire de son impossibilité. Le deuxième appel est venu de ma mère 1 heure plus tard. Chérie, je viens de parler à Clara. Ce doit être un choc terrible pour toi. Ma mère avait apparemment décidé que la version des événements de Clara était factuellement exacte, ce qui n'était pas surprenant. Tout au long de notre vie, elle avait toujours choisi de croire l'histoire de la fille qui nécessitait le moins de traitement émotionnel compliqué de sa part. C'est un choc, ai-je convenu. Elle essaie de faire ce qu'il faut pour ce petit garçon. J'espère que tu pourras voir au-delà de tes sentiments blessés et soutenir ton neveu. Ton neveu. Pas l'enfant qui pourrait être ou ne pas être de notre famille, mais ton neveu. Clara avait déjà gagné cette bataille devant le tribunal de l'opinion familiale. Je suis sûr que Clara t'a raconté sa version des faits. Ansley, je sais que c'est douloureux, mais le déni ne changera pas les faits. Cet enfant a besoin de sa famille maintenant plus que jamais. Les faits. Comme si les accusations de Clara étaient une vérité établie plutôt que des allégations non vérifiées. Comme si l'incapacité de David à se défendre le rendait automatiquement coupable de tout ce dont on l'accusait. J'ai pensé à dire la vérité à ma mère,
a expliqué que David ne pouvait pas avoir eu d'enfant, encore moins Michael, a exposé les antécédents médicaux qui rendaient l'histoire de Clara non seulement improbable, mais impossible. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la certitude que ma mère ne me croirait pas. Peut-être la connaissance que Clara trouverait un moyen de recadrer même les preuves médicales comme faisant partie d'une dissimulation élaborée. Peut-être simplement l'épuisement d'une journée qui avait déjà exigé plus de force que je ne pensais en avoir. Ou peut-être était-ce de la stratégie. Clara avait choisi de faire de cela une bataille publique, d'annoncer ses revendications devant un public qui répandrait l'histoire dans toute notre communauté. Si je devais me battre, je devais le faire correctement. Je devais m'assurer que lorsque la vérité éclaterait, elle serait aussi publique et aussi définitive que ces mensonges l'avaient été. Je t'appellerai plus tard, maman. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Bien sûr, ma chérie. Mais souviens-toi, la famille c'est la famille. Quelles que soient les erreurs que David a commises, ce petit garçon fait toujours partie de notre famille. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assise dans ma cuisine pendant une autre heure, pensant à l'appel de Clara, aux suppositions de ma mère, et à la façon dont elles avaient toutes les deux décidé que l'interprétation la plus généreuse des événements était que mon défunt mari m'avait trahi avec ma sœur. Ça aurait dû faire plus mal. L'accusation d'adultère, la supposition que j'avais été trop ignorante pour remarquer une liaison sous mon nez, la suggestion que David avait été assez malheureux dans notre mariage pour chercher du réconfort ailleurs. Mais ça ne faisait pas mal parce que ce n'était pas vrai. Et pour la première fois dans ma relation avec Clara, j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. La preuve qu'elle mentait. Je suis monté au bureau de David et j'ai ouvert le classeur où nous gardions nos papiers importants. Dossiers médicaux, police d'assurance, déclaration de revenus, les débris d'une vie partagée qui continue de générer de la paperasse, même après que la moitié du couple soit partie. Au fond du dossier médical, j'ai trouvé ce que je cherchais. Les dossiers chirurgicaux de David de quand il avait 7 ans. Les rendez-vous de suivi qui s'étaient poursuivis jusqu'à son adolescence. Les rapports des spécialistes de la fertilité d'il y a 3 ans, confirmant ce que David savait déjà. Impossible. Médicalement impossible pour David d'avoir engendré des enfants. J'ai fait des copies de tout et j'ai remis les originaux dans le classeur. Puis j'ai appelé James Morrison, l'avocat qui s'était occupé de nos testaments et de la planification de notre succession. C'était après les heures de bureau, mais il m'avait donné son numéro personnel à la mort de David, me disant d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. James, c'est Ansley Richardson. Je suis désolé d'appeler si tard, mais j'ai une situation qui ne peut pas attendre. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Je lui ai tout raconté. L'annonce de Clara aux funérailles, son appel téléphonique, ses demandes concernant les biens de David, l'impossibilité médicale de ses affirmations. James a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes que je pouvais entendre au téléphone. C'est clairement une tentative de fraude, a-t-il dit quand j'ai eu fini. La question est de savoir si elle croit réellement ce qu'elle dit ou si elle sait qu'elle ment. Est-ce que ça a de l'importance pour le dossier juridique? Probablement pas, mais cela pourrait avoir de l'importance pour la manière dont nous gérons cela stratégiquement. Si elle croit sincèrement que Michael est le fils de David, elle sera plus encline à poursuivre en justice. Si elle sait qu'elle ment, elle pourrait reculer en réalisant que vous êtes prête à vous battre. Je veux me battre dans tous les cas. Bien. Parce que d'après ce que vous m'avez dit, cela devrait être assez simple à résoudre. Les tests de paternité ne mentent pas, et les dossiers médicaux non plus. Votre sœur a choisi la mauvaise personne à cibler avec ce genre d'arnaque. Pour la première fois depuis les funérailles de David, j'ai souri. Pas parce que j'étais heureuse. Je pleurais toujours mon mari et j'étais sous le choc de la trahison de ma sœur, mais parce que je voyais enfin un chemin qui ne m'obligeait pas à me défendre contre des accusations que je savais fausses. Clara avait toujours gagné nos batailles parce qu'elle se battait salement pendant que j'essayais d'être juste. Elle mentait pendant que je disais la vérité. Elle jouait la victime pendant que j'acceptais une responsabilité que je ne méritais pas. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle avait raconté un mensonge qui pouvait être réfuté par des preuves scientifiques. Cette fois, la vérité était de mon côté d'une manière qui ne pouvait être ni manipulée, ni réinterprétée, ni expliquée. Cette fois, j'allais gagner. L'avocat de Clara était exactement ce à quoi je m'attendais. Costume cher, sourire de circonstance, et le genre de confiance qui vient de la représentation de personnes qui obtiennent généralement ce qu'elles veulent par l'intimidation plutôt que par les faits.
Nous nous sommes rencontrés dans le bureau de James 2 semaines après les funérailles. Clara était assise à côté de son avocat, l'air convenablement sombre, s'épongeant occasionnellement les yeux avec des mouchoirs qu'elle avait apportés spécialement pour la performance. J'étais assise en face d'eux avec James, une pile de dossiers médicaux et le genre de calme qui vient de la certitude de détenir toutes les cartes. Ma cliente a demandé cette réunion dans l'espoir de parvenir à une solution à l'amiable, a commencé l'avocat de Clara. Madame Richardson a des droits légitimes sur l'héritage de son fils, et nous pensons qu'il est dans l'intérêt de tous de régler cette affaire en privé. Madame Richardson. Clara utilisait à nouveau son nom de jeune fille, probablement pour se distancer de toute association avec David qui pourrait compliquer son récit de victime. Malin, mais pas assez. Que revendique exactement Madame Richardson, a demandé James. Que le défunt, David Thompson, est le père biologique de son fils de 2 ans, Michael. Elle a des documents montrant qu'ils ont eu une relation intime pendant la période concernée. J'ai failli rire. Des documents d'une relation intime. Quel genre de documents pouvaient exister pour une liaison qui n'avait jamais eu lieu? Des lettres d'amour que David n'avait pas écrites. Des reçus d'hôtel pour des rendez-vous qui n'avaient pas eu lieu. Des photos de rencontres romantiques qui n'existaient que dans l'imagination de Clara. Quel document, a demandé James. L'avocat de Clara a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des SMS imprimés, des photos et ce qui semblait être une note manuscrite. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de David, mais les mots m'étaient inconnus. Merci de ta compréhension. La nuit dernière a tout signifié pour moi. Le message était daté de 6 mois avant la naissance de Michael. En dessous, il y avait des captures d'écran de conversation par SMS entre David et Clara que je n'avais jamais vues. Tu me manques déjà. J'ai hâte de te revoir. Tu me fais sentir vivant d'une manière que j'avais oubliée possible. Je sais que c'est compliqué, mais ce que nous avons est réel. Mon cœur s'est mis à battre la chamade malgré ma certitude que ces messages étaient fabriqués. Ils avaient l'air réels. Ressemblaient à la voix de David, faisaient référence à des détails spécifiques qui les rendaient authentiques. Un instant, je me suis demandé si je m'étais trompé. Si d'une manière ou d'une autre. Mais non. David ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était un fait médical, pas une opinion ou une interprétation. Quoi que Clara ait fait pour créer ces preuves, cela ne changeait pas la biologie. James examinait les documents avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait vu beaucoup de fausses preuves. C'est intéressant, a-t-il dit prudemment. Bien sûr, nous devrons vérifier leur authenticité. Ils sont authentiques, a affirmé fermement l'avocat de Clara. Ma cliente a également préparé une déclaration écrite détaillant la relation, y compris des dates et des lieux spécifiques. Clara se pencha en avant, sa voix douce et émotive. Je sais que c'est douloureux pour Ansley. Je n'ai jamais voulu que ça sorte de cette façon, mais Michael mérite de connaître son père et il mérite son héritage. David l'aurait voulu. La manipulation était parfaite. Clara se positionnant comme la diseuse de vérité réticente, forcée de révéler des secrets douloureux pour le bien d'un enfant innocent. Moi, dépeinte comme la veuve égoïste essayant de nier à un petit garçon son droit de naissance. David, transformé de mari fidèle en père infidèle mort avant de pouvoir réparer les choses. Madame Thompson, l'avocat de Clara s'est adressé à moi directement. Ma cliente est prête à être raisonnable. Elle ne veut pas tout prendre, juste ce qui est juste pour Michael. Peut-être pourrions-nous convenir d'une division des biens qui reflète les besoins de l'enfant tout en vous permettant de maintenir une certaine sécurité. Quelle générosité! Clara était prête à ne prendre qu'une partie de tout ce que David et moi avions construit ensemble, me laissant les miettes de ma propre vie en guise de gentillesse fraternelle. Que considérait Madame Richardson comme juste? A demandé James. 50% des produits de l'assurance vie. La maison, puisque Michael devrait grandir dans la maison de son père. Les effets personnels de David pour leur valeur sentimentale. Et un soutien continu pour l'éducation et les soins de santé de Michael. Tout. Elle voulait tout. Juste formulé de manière à ce que cela ressemble à un compromis raisonnable. La maison que nous avions rénovée ensemble. L'assurance vie destinée à me soutenir après la mort de David. Même les effets personnels de David qui n'avaient de valeur pour personne d'autre que moi. Cela semble beaucoup, a dit James d'un ton neutre. Michael est le seul enfant de David, a répondu l'avocat de Clara. En l'absence d'un testament spécifiant le contraire, il aurait droit à tout l'héritage de toute façon.
Mais David avait un testament très clair, très légal, qui me laissait tout. La formulation de l'avocat suggérait soit qu'il n'était pas au courant du testament, soit qu'il espérait que nous ne l'étions pas, en fait, a dit James en attrapant son propre dossier. Monsieur Thompson avait un testament. Très complet, très clair. Tout revient à sa femme. L'avocat de Clara a semblé véritablement surpris. Nous n'étions pas au courant d'un testament. Bien sûr, s'il y a des enfants impliqués, les testaments peuvent être contestés. Ils le peuvent, a convenu James. Mais d'abord, nous devrions établir la paternité. Je suppose que votre cliente est prête à se soumettre à un test ADN. Pour la première fois depuis le début de la réunion, Clara a semblé mal à l'aise. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. La ressemblance est évidente, et nous avons des documents sur la relation. Les documents peuvent être falsifiés, ai-je dit doucement. C'était la première fois que je parlais depuis le début de la réunion, et les deux avocats m'ont regardé avec intérêt. Un test ADN ne ment pas, les yeux de Clara ont brillé de ce qui aurait pu être de la colère ou de la peur. Je ne peux pas croire que tu ferais subir ça à Michael. Ce n'est qu'un bébé, Ansley. Ton neveu. S'il est mon neveu, le test le prouvera. Certaines choses sont plus importantes que les preuves légales. Comme la famille. Comme faire ce qui est juste pour un enfant qui n'a pas demandé à naître dans cette situation. La manipulation émotionnelle était si transparente qu'elle en était presque insultante. Clara faisant appel à la loyauté familiale après avoir prétendu que mon mari m'avait trahi. Clara exigeant que je prenne en compte le bien-être de Michael après avoir annoncé sa paternité à des funérailles devant 50 personnes. Clara me demandant de faire ce qui est juste, tout en réclamant la moitié de tout ce que je possédais sur la base de mensonges. Je pense qu'un test ADN est l'étape suivante la plus raisonnable, a dit James diplomatiquement. Cela résoudra définitivement toute question de paternité. L'avocat de Clara lui a chuchoté quelque chose et elle a hoché la tête à contre-cœur. Très bien, mais je veux que ce soit fait par le biais du système judiciaire, avec une surveillance appropriée. Je ne veux pas qu'il y ait de doute sur les résultats. Absolument, a convenu James. Un test ordonné par le tribunal est la référence absolue. Après leur départ, James et moi sommes restés dans son bureau à examiner les documents que Clara avait fournis. Les SMS semblaient convaincants, mais James a relevé plusieurs incohérences dans les métadonnées. La note manuscrite était plus difficile à évaluer, mais il connaissait des experts qui pourraient analyser l'écriture et le papier. Même si tout est authentique, a-t-il dit, cela ne prouve pas la paternité. Cela prouverait seulement que votre mari a eu une sorte de relation avec votre sœur. Il n'en a pas eu, ai-je dit fermement. Quels que soient ces documents, ils ne sont pas réels. Je vous crois. Mais même s'ils étaient réels, nous avons quelque chose de mieux que des témoignages de moralité ou des témoignages émotionnels. Nous avons la preuve médicale que votre mari ne pouvait pas avoir d'enfant. Je lui ai tendu les copies des dossiers médicaux de David. Il les a lus attentivement, son expression devenant plus confiante à chaque page. C'est irréfutable, a-t-il dit finalement. Stérilisation chirurgicale à l'âge de 7 ans en raison de complications médicales. Plusieurs rendez-vous de suivi confirmant une stérilité complète. Consultation avec des spécialistes de la fertilité pendant votre mariage confirmant la même chose. Votre sœur a choisi le mauvais homme à accuser à tort. Et maintenant? Nous déposons une demande de test de paternité ordonnée par le tribunal. Compte tenu des preuves médicales, je m'attends à ce que le juge accélère ce cas. Votre sœur retirera ses revendications quand elle réalisera qu'elle ne peut pas gagner, ou elle persistera et fera face aux conséquences d'une tentative de fraude. Quelles conséquences? Dépôt de fausses déclarations, parjure si elle ment sous serment, potentiellement fraude si elle a accepté de l'argent sur la base de ces allégations. Votre sœur s'est mise dans une position juridique très vulnérable. Pour la première fois depuis la mort de David, j'ai ressenti quelque chose qui approchait de la paix. Pas le bonheur. Je pleurais toujours mon mari et digérais la trahison de ma sœur, mais c'était la certitude calme qui vient de la connaissance que la vérité finira par prévaloir. Clara avait toujours gagné nos batailles parce qu'elle était prête à se battre salement pendant que j'insistais pour me battre loyalement. Elle était prête à mentir pendant que je disais la vérité. Elle était prête à manipuler les émotions pendant que j'en appelais à la raison. Mais cette fois, la raison allait gagner. La science allait gagner. Les preuves médicales allaient gagner. Et Clara allait apprendre que certains mensonges sont trop gros pour être maintenus, peu importe à quel point on est doué pour les raconter.
Clara n'a pas reculé après notre réunion avec les avocats. Au contraire, elle a mis les bouchées doubles, comme quelqu'un qui aurait tout misé sur une main perdante mais serait trop fier pour se coucher. Les appels téléphoniques ont commencé le lendemain matin. D'abord ma tante Margaret, puis ma cousine Suzanne, puis des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, mais qui avaient entendu tous les détails de mon drame familial. Ansley, ma chérie, je viens d'apprendre pour la situation, a dit tante Margaret, sa voix dégoulinant de ce genre de fausse sympathie réservée aux scandales familiaux. Je sais que ça doit être si dur pour toi. Apprendre les indiscrétions de David. Indiscrétion. Comme si l'adultère était une petite erreur sociale, quelque chose d'embarrassant mais de pardonnable. Comme si engendrer un enfant secret était l'équivalent d'oublier l'anniversaire de quelqu'un. Je gère, ai-je dit. Eh bien, j'espère que tu penseras à ce pauvre petit garçon. Il n'a pas demandé à naître dans ce pétrin, et il ne devrait pas souffrir à cause des problèmes d'adultes. Problèmes d'adultes. Comme si mon refus de céder ma maison et mon assurance vie à ma sœur était de l'entêtement mesquin plutôt qu'une réponse raisonnable à des mensonges évidents. Michael est bien pris en charge, ai-je répondu. Mais l'est-il vraiment? Clara a des difficultés financières et tu sais que David voudrait que son fils soit pourvu. Tout le monde était devenu un expert sur ce que David aurait voulu, malgré le fait que David avait laissé un testament légal clair qui exprimait exactement ce qu'il voulait. Mais apparemment, les désirs imaginaires l'emportaient sur les documents réels devant le tribunal de l'opinion familiale. Les conversations suivaient le même schéma. Expression de sympathie pour ma situation, suggestion douce que j'étais déraisonnable, et des insinuations de moins en moins subtiles que j'étais une femme égoïste qui niait à un enfant innocent son droit de naissance. Clara menait une campagne magistrale, se positionnant comme la diseuse de vérité réticente qui ne voulait que le meilleur pour Michael. Elle avait appris à cadrer chaque conversation en termes de bien-être de l'enfant plutôt que de ses propres besoins financiers. Je ne veux rien pour moi, disait-elle à quiconque voulait bien l'écouter. Il s'agit pour Michael de savoir qui était son père et d'avoir la sécurité que David lui aurait fournie. Le génie de la chose était que s'opposer à Clara signifiait s'opposer aux intérêts d'un enfant de 2 ans. Quiconque remettait en question son histoire passait pour quelqu'un qui punissait un enfant innocent pour des erreurs d'adulte. Ma mère appelait tous les 2 jours avec des mises à jour sur le sentiment familial, qui était apparemment très défavorable à mon égard. Les gens s'inquiètent de ton état mental, m'a-t-elle dit jeudi. Ce genre de déni n'est pas sain, ma chérie. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un. Le déni, l'explication passe partout quand quelqu'un refuse d'accepter un récit qui n'a pas de sens. Je ne gérais pas mon deuil de manière appropriée. Je n'affrontais pas la réalité. Je ne gérais pas la vérité sur mon mariage avec maturité. Je vois un thérapeute, ai-je dit. Ce qui était vrai. J'avais commencé une thérapie après la mort de David. Pas parce que j'étais dans le déni, mais parce que perdre son mari et découvrir la vraie nature de sa sœur le même jour nécessitait un soutien professionnel. Bien. J'espère qu'ils pourront t'aider à surmonter ça. Clara se sent terriblement mal de la façon dont tout est sorti. Elle n'a jamais voulu te blesser. Clara se sentait mal. Pauvre Clara. Accablée de secrets qu'elle n'avait jamais voulu porter. Forcée de révéler des vérités douloureuses pour le bien de son enfant. Clara la victime. Clara la messagère réticente. Clara la mère dévouée essayant juste de bien faire pour son fils. C'était une performance parfaite et notre famille gobait tout. Vendredi, Clara était passée à une pression plus directe. Elle s'est présentée à mon bureau pendant le déjeuner, portant Michael et l'air convenablement pressé. Ansley, nous devons parler, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau sans y être invitée. Ces histoires juridiques prennent une ampleur démesurée. Michael a regardé mon bureau avec la curiosité écarquillée d'un bambin dans un nouvel environnement. Malgré tout, le voir me serrait encore le cœur. Quoi que Clara fasse, il était innocent. De quoi voulais-tu discuter? Je veux régler ça sans faire subir à Michael un tas de procédures judiciaires. Il est trop jeune pour comprendre ce qui se passe, mais il peut sentir la tension. Ce n'est pas juste pour lui. Clara s'était améliorée avec les années, utilisant une manipulation émotionnelle plus difficile à contrer. Comment pouvais-je expliquer que les procédures judiciaires étaient nécessaires sans avoir l'air de me soucier davantage des détails juridiques que du bien-être émotionnel d'un enfant? Un test de paternité est assez courant, ai-je dit. Ce ne sera pas traumatisant pour lui. Mais c'est inutile. Regarde-le, Ansley.
Elle a soulevé Michael pour que je puisse voir clairement son visage. Regarde ses yeux, son sourire. Il ressemble trait pour trait à David. Était-ce le cas? J'ai étudié les traits de Michael, essayant de voir ce que Clara prétendait être évident. C'était un bel enfant aux cheveux bruns et aux yeux marron chauds, mais je ne voyais toujours aucune ressemblance avec mon mari blond aux yeux verts. Je pense que tu vois ce que tu veux voir, ai-je dit doucement. L'expression de Clara s'est légèrement durcie. Je vois ce que tout le monde voit. Maman, papa, tante Margaret, ils disent tous à quel point il ressemble à David. Tu es la seule à ne pas le voir. Ou je suis la seule qui connaissait assez bien David pour savoir que cette histoire est impossible. Rien n'est impossible, Ansley. Les gens ont des liaisons. Les maris mentent à leurs femmes. Ça arrive tous les jours. Elle avait raison sur ce point. Les liaisons arrivaient. Les maris mentaient. Les mariages n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient de l'extérieur. Dans la plupart des cas, l'histoire de Clara serait entièrement plausible, voire probable. Mais pas dans ce cas. Pas avec David. Je ne changerai pas d'avis sur le test de paternité, ai-je dit. Clara a soupiré, ajustant Michael sur ses genoux. Très bien. Mais quand il reviendra, montrant que David est son père, j'espère que tu te souviendras que j'ai essayé de régler ça discrètement. J'ai essayé d'épargner à tout le monde l'embarras d'une bataille juridique publique. La confiance dans sa voix était presque impressionnante. Elle semblait sincèrement croire que le test ADN soutiendrait ses affirmations, ce qui signifiait soit qu'elle était une meilleure menteuse que je ne le pensais, soit qu'elle croyait réellement à sa propre histoire. Nous verrons ce que le test montre, ai-je dit. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau à penser à sa certitude, à sa volonté de poursuivre en justice, à sa confiance apparente que les preuves scientifiques justifieraient ses affirmations. Un instant, juste un instant, je me suis demandé si je pouvais me tromper. Si d'une manière ou d'une autre les dossiers médicaux étaient incomplets, ou si les médecins avaient fait des erreurs, ou si David m'avait menti sur quelque chose sur lequel il n'aurait pas pu mentir. Mais non. J'avais vu les dossiers chirurgicaux, les rendez-vous de suivi, les rapports des spécialistes de la fertilité. Plusieurs médecins, sur plusieurs années, avaient confirmé la même chose. David était stérile, complètement et de façon permanente. Clara pouvait croire à ses propres mensonges, mais la biologie ne se soucie pas des croyances. La science ne se soucie pas de la confiance. Le test ADN révélerait la vérité, que l'on veuille que ce soit vrai ou non. Je devais juste attendre que Clara découvre ce que je savais depuis le début. Que certains mensonges sont trop gros pour être maintenus, peu importe à quel point on les raconte de manière convaincante. Clara a déposé sa plainte un lundi matin, et dès lundi après-midi, toute la famille était au courant. Elle s'en était assurée, appelant tout le monde pour expliquer qu'elle avait été forcée d'intenter une action en justice parce que j'étais déraisonnable au sujet de l'héritage de Michael. Le récit était parfait. Clara, la mère célibataire en difficulté, poussée au tribunal par une belle-sœur égoïste qui refusait de reconnaître les droits d'un enfant innocent. Moi, la veuve amère, m'accrochant à des biens qui appartenaient de droit au fils de mon mari. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Ansley, à quoi penses-tu, a exigé mon père, sa voix tendue de désapprobation. Ça va déchirer la famille. C'est Clara qui a intenté l'action en justice, pas moi. Parce que tu ne lui as laissé aucun choix. L'enfant mérite l'héritage de son père. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles? C'était fascinant de voir à quelle vitesse tout le monde avait accepté la version des événements de Clara comme un fait établi. La prétendue liaison de David n'était pas une allégation à enquêter. C'était simplement quelque chose qui s'était produit, quelque chose que je devais accepter et surmonter pour le bien de la famille. Je ne rends rien difficile. Je demande des preuves avant de céder tout ce que David et moi avons construit ensemble. De quelles preuves supplémentaires as-tu besoin? Le garçon existe, Ansley. C'est le fils de David. La logique circulaire était exaspérante. Michael existait. Donc, il était le fils de David. Clara avait fait la réclamation. Donc, ce devait être vrai. Je demandais des preuves. Donc, j'étais déraisonnable. Ma mère a adopté une approche différente quand elle a appelé, se concentrant sur l'unité familiale plutôt que sur les droits légaux. Ça détruit notre famille, a-t-elle dit, sa voix lourde de déception. Clara est hors d'elle. Tu es têtu et ce pauvre petit garçon est pris au milieu. Le pauvre petit garçon ira bien,
peu importe ce que montre un test de paternité. Mais pourquoi lui faire subir ça? Pourquoi nous faire subir ça à tous? Ne peux-tu pas simplement faire ce qu'il faut? Ce qu'il faut. Tout le monde semblait avoir des opinions bien arrêtées sur ce qui était la bonne chose à faire. Mais personne ne semblait s'intéresser à savoir si les affirmations de Clara étaient réellement vraies. Mercredi, j'avais eu des nouvelles de tous les membres de notre arbre généalogique. Des cousins qui n'avaient pas appelé depuis des années avaient soudainement des opinions urgentes sur mes obligations morales. Des tantes et des oncles qui connaissaient à peine le nom de David étaient certains qu'il aurait voulu que je soutienne son fils. La pression était coordonnée, implacable et efficace. Si je n'avais pas su ce que je savais, j'aurais peut-être commencé à douter de moi-même. La certitude dans la voix de tout le monde, l'unanimité d'opinion, le message constant que j'étais égoïste et cruel. C'était le genre de pression sociale qui peut faire douter quelqu'un de sa propre réalité. Mais je savais ce que je savais. Et ce que je savais, c'est que David n'aurait pu engendrer aucun enfant, peu importe le nombre de personnes qui croyaient le contraire. James me tenait au courant des procédures judiciaires, qui avançaient plus vite que les affaires familiales habituelles. Le juge traite cela comme une simple question de paternité, m'a-t-il dit. Compte tenu de la succession de votre mari et de l'âge de l'enfant, ils veulent résoudre cela rapidement. Qu'est-ce que cela signifie en termes de calendrier? Le test de paternité ordonné par le tribunal devrait avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. Les résultats prennent généralement 1 ou 2 semaines de plus après cela. Nous devrions avoir une réponse définitive d'ici 1 mois. 1 mois. 4 semaines de plus de pression familiale. 4 semaines de plus à être traitée comme la méchante dans le drame de Clara. 4 semaines de plus où les gens supposeraient que mon mari m'avait trahi avec ma sœur. Mais aussi 4 semaines de plus avant que les mensonges de Clara ne soient exposés d'une manière qui ne pourrait être ni contestée ni réinterprétée. 4 semaines de plus avant que tous ceux qui m'avaient jugé ne doivent affronter le fait qu'ils s'étaient trompés. Le plus dur était de garder mon sang-froid quand des gens qui auraient dû mieux savoir traiter les accusations de Clara comme une vérité établie. Les propres frères de David ont appelé pour exprimer leur déception quant à ma gestion de la situation. David ne voudrait pas de ce genre de conflit familial, m'a dit son frère aîné, Marc. Il voudrait que tout le monde s'entende, qu'on fasse ce qui est le mieux pour son fils. Son fils. Même la famille de David avait accepté le récit de Clara sans poser de questions, transformant mon mari en adultère et père dans leur esprit, bien qu'ils le connaissent depuis 36 ans. David a laissé un testament, ai-je rappelé à Marc. S'il avait voulu subvenir aux besoins d'autres enfants que les nôtres, il l'aurait inclus. Peut-être qu'il ne connaissait pas l'existence du garçon quand il a écrit le testament. Peut-être que Clara ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Tout le monde était devenu un expert pour expliquer les motivations et les choix de David, même si ces explications les obligeaient à croire qu'il était quelqu'un de complètement différent de l'homme qu'ils avaient réellement connu. L'appel le plus difficile est venu de la mère de David, dont la voix était étranglée par les larmes quand elle a parlé. « Je veux juste rencontrer mon petit-fils », a-t-elle dit. « Je veux le prendre dans mes bras et lui parler de son père. »« Pourquoi nous le caches-tu » ? Je ne cache personne à personne. Clara est libre de maintenir des relations avec la famille de David. Mais elle se sent mal à l'aise à cause de toutes ces batailles juridiques. Elle pense que nous la blâmons pour la liaison. Nous la blâmons pour la liaison. Pas, s'il y a eu une liaison, ou, en supposant que ces affirmations sont vraies, mais en prenant pour acquis que David avait été infidèle et que Clara était en quelque sorte une victime secondaire de la situation. Madame Thompson, David ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est un fait médical. Chérie, je sais que c'est difficile à accepter, mais parfois ces choses arrivent. Les hommes ont des liaisons, et parfois des enfants en résultent. Ça ne veut pas dire que David ne t'aimait pas, même la propre mère de David était plus disposée à croire que son fils avait trahi sa femme qu'à envisager que Clara puisse mentir. Le poids de cette trahison, non seulement les mensonges de Clara, mais la volonté de la famille de les croire, était presque écrasant. Vendredi, j'ai réalisé que j'étais complètement seul dans cette bataille. Chaque personne qui aurait dû me soutenir, qui aurait dû me connaître assez bien pour croire que je n'étais pas déraisonnable, avait choisi le camp de Clara. C'était une performance magistrale de sa part. Elle avait réussi à se positionner en victime tout en me faisant passer pour la méchante. Et elle l'avait fait si habilement que même les gens qui me connaissaient depuis toujours étaient convaincus que j'agissais par dépit plutôt que par recherche de la vérité. Mais être seul dans ce combat a aussi clarifié quelque chose pour moi. Je ne défendais pas seulement la mémoire de David ou ne protégeais pas nos biens.
Je défendais le principe que la vérité compte, que les affirmations nécessitent des preuves, que le fait d'être de la même famille ne donne pas à quelqu'un le droit de mentir sur les morts. Et j'étais sur le point de prouver que peu importe à quel point un mensonge peut être convaincant, peu importe le nombre de personnes qui y croient, peu importe la pression sociale qui le soutient, la biologie ne ment pas. La vérité arrivait, que Clara et ma famille soient prêtes ou non. La juge Patricia Morrison ressemblait exactement à quelqu'un qui avait réglé des conflits familiaux pendant 20 ans. Patiente mais pragmatique. Aimable mais peu impressionnée par les démonstrations d'émotion. Quand l'avocat de Clara a commencé sa déclaration liminaire avec des phrases comme « circonstances tragiques » et « enfant innocent », elle l'a interrompu. « Maître, il s'agit d'une audience de paternité, pas d'une bataille pour la garde. Avez-vous des preuves que le défunt est le père de cet enfant ? » ? Oui, votre honneur. Nous avons des documents attestant d'une relation intime, des témoignages. Et ce dont j'ai besoin, interrompit la juge Morrison, ce sont des preuves biologiques. Tout le reste n'est que spéculation. Je l'ai immédiatement apprécié. Après des semaines à subir la manipulation émotionnelle de Clara et la pression familiale, c'était rafraîchissant d'être dans une pièce où les faits comptaient plus que les sentiments. Votre honneur, James se leva, étant donné que le père présumé est décédé, nous demandons un test génétique ordonné par le tribunal en utilisant des échantillons médicaux archivés. L'avocat de Clara parut mal à l'aise. Votre honneur, soumettre un enfant de 2 ans à des procédures de test invasives. Point est la procédure standard dans les cas de paternité, acheva la juge. Maître Davison, vous êtes sûrement familier avec les protocoles de test génétique. Bien sûr, votre honneur, mais nous pensons que les documents que nous avons fournis établissent clairement. Maître Davison, la voix de la juge Morrison portait le genre d'autorité qui mettait fin aux arguments immédiatement. Dans cette salle d'audience, la paternité est établie par des preuves ADN, pas par des SMS ou des photographies. Avez-vous une objection au test génétique ? L'avocat de Clara chuchota quelque chose à Clara, qui était assise raidement sur sa chaise, le visage pâle. De là où j'étais assise, je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Clara avait l'air véritablement effrayée. Aucune objection, votre honneur. Bien. Étant donné le statut de défunt du père présumé, nous utiliserons des échantillons médicaux archivés pour la comparaison. Madame Thompson, la juge s'adressa directement à moi. Je comprends que votre défunt mari a subi des procédures médicales qui auraient entraîné le stockage d'échantillons de tissu. Oui, votre honneur. Plusieurs procédures sur plusieurs années. Maître Morrison, se tourna-t-elle vers James. Veuillez vous coordonner avec le bureau du médecin légiste pour localiser les échantillons appropriés. Je veux que cela soit résolu rapidement et définitivement. Le langage formel ne pouvait masquer ce qui se passait réellement. Nous étions sur le point de prouver, en utilisant l'ADN de David lui-même, qu'il ne pouvait pas avoir engendré l'enfant de Clara. Les échantillons médicaux confirmeraient ce que ces dossiers chirurgicaux avaient déjà établi, ma sœur mentait. Votre honneur, l'avocat de Clara tenta une dernière fois. Ma cliente est prête à accepter un arrangement de règlement généreux qui éviterait le traumatisme d'un test invasif. Maître, suggérez-vous que votre cliente préférerait un règlement plutôt que de prouver son cas de manière définitive ? La question flotta dans l'air comme un piège. L'avocat de Clara avait essentiellement admis qu'il préférait éviter les tests ADN, ce qui donnait l'impression qu'il n'était pas confiant dans les affirmations de sa cliente. Pas du tout, votre honneur. Nous pensons simplement. Alors nous procéderons au test. J'ordonne une analyse génétique en utilisant des échantillons de tissus archivés du défunt pour déterminer la paternité de l'enfant mineur. Les résultats devront être soumis à ce tribunal dans les 14 jours. 14 jours. 2 semaines avant que les mensonges de Clara ne soient exposés d'une manière qui ne pourrait être ni contestée, ni expliquée, ni réinterprétée comme un dysfonctionnement familial. Après l'audience, James et moi nous sommes dirigés vers sa voiture pendant que Clara et son avocat se regroupaient pour une conversation intense près des marches du palais de justice. Je pouvais voir Clara gesticuler frénétiquement, sa façade de victime composée se fissurant enfin sous la pression. Elle a l'air nerveuse, observa James. Elle a de quoi. Elle est sur le point d'être démasquée comme une fraudeuse devant un juge. La question est de savoir si elle croit réellement à sa propre histoire. Si elle pense sincèrement que David est le père, elle sera choquée par les résultats. Si elle sait qu'elle ment, elle pourrait essayer de retirer l'affaire avant que le test ne soit terminé.
J'ai pensé au comportement de Clara au cours des dernières semaines, à sa confiance, à sa volonté d'impliquer des avocats et des tribunaux, à sa certitude apparente que les tests ADN justifieraient ses affirmations. Elle y croit, ai-je dit. Clara a toujours été douée pour se convaincre que sa version des événements est la réalité. Elle est probablement sincèrement convaincue que David est le père de Michael. Cela pourrait être pire pour elle sur le plan juridique. La fraude nécessite une intention de tromper. Si elle croit sincèrement à ses affirmations, elle pourrait éviter des accusations criminelles, mais elle sera toujours responsable des frais de justice, des honoraires d'avocat et potentiellement des dommages-intérêts civils pour diffamation. Nous sommes retournés au bureau de James dans un silence confortable. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentais quelque chose qui approchait de la paix. Pas du bonheur. Je pleurais toujours David et digérais l'ampleur de la trahison de Clara, mais c'était la certitude calme qui vient de la connaissance que la vérité sera bientôt révélée. Le bureau du médecin légiste a été efficace. En 3 jours, ils avaient localisé plusieurs échantillons de tissus provenant des diverses procédures de David au fil des ans. Des prises de sang de ses examens annuels, des échantillons de tissus d'une chirurgie mineure 2 ans plus tôt, même du matériel génétique provenant de soins dentaires qu'il avait subis 6 mois avant sa mort. N'importe lequel de ces échantillons serait suffisant pour établir la paternité ou, dans ce cas, pour l'exclure définitivement. Le médecin légiste comparait l'ADN de Michael à celui de David et fournirait une réponse scientifique qui ne pourrait être ni contestée, ni mal interprétée, ni expliquée. Pendant que nous attendions les résultats du laboratoire, la pression familiale a continué, mais avec moins d'intensité. Peut-être que les gens sentaient que la situation dépassait leur capacité à l'influencer. Ou peut-être commençaient-ils à avoir leurs propres doutes sur l'histoire de Clara. Ma mère a appelé vendredi, sa voix moins assurée qu'elle ne l'avait été lors des conversations précédentes. Chérie, j'ai réfléchi à tout ça, et je veux que tu saches que, quels que soient les résultats du test, tu es toujours ma fille. C'était la chose la plus proche qu'elle ait faite d'admettre que Clara pouvait mentir, bien qu'elle ne puisse toujours pas le dire directement. Après des semaines à être traitée comme la méchante de la famille, même cette petite reconnaissance était significative. Merci, maman. C'est juste que... J'espère que Clara sait ce qu'elle fait. Ce genre de choses, si elle se trompe, ça pourrait détruire des relations qui ne peuvent pas être réparées. Si elle se trompe. La première fois que quelqu'un dans ma famille avait envisagé la possibilité que les affirmations de Clara ne soient pas exactes. Oui, ai-je convenu, ça pourrait. Mais ces relations étaient déjà détruites, n'est-ce pas? Clara les avait détruites au moment où elle avait choisi de mentir sur David à ses funérailles. La famille les avait encore plus endommagés en choisissant de croire ses mensonges sans poser de questions, en me pressant d'accepter des affirmations que je savais fausses, en me traitant comme la méchante dans le drame fabriqué par Clara. Le test ADN ne réparerait pas ces relations. Il ne ferait que montrer clairement à tout le monde ce que je savais depuis le début, que Clara était exactement celle qu'elle avait toujours été, et que les membres de la famille qui l'avaient soutenue étaient exactement ceux qu'ils avaient toujours été aussi. Dans 10 jours de plus, nous aurions la preuve scientifique de ce que les dossiers médicaux de David avaient déjà établi. Les mensonges de Clara seraient exposés. Ses revendications seraient rejetées, et tous ceux qui m'avaient jugé devraient affronter le fait qu'ils s'étaient trompés. J'étais prête pour cette confrontation. Plus que prête. L'attente a été la partie la plus difficile. 10 jours pour des résultats de laboratoire qui allaient soit justifier tout ce que j'avais dit, soit détruire tout ce que je croyais de mon mariage. Même si je savais ce que ces résultats montreraient, l'incertitude était épuisante. Clara, quant à elle, semblait s'épanouir dans le suspense. Elle avait repris son personnage de martyre confiante, disant à quiconque voulait l'entendre qu'elle était nerveuse mais pleine d'espoir quant aux résultats du test. Je veux juste que Michael sache qui était son père, a-t-elle dit à ma mère assez fort pour que je l'entende lors d'un dîner de famille auquel j'avais assisté à contre-cœur. L'ADN ne ment pas, n'est-ce pas? La science prouvera ce que je dis depuis le début. L'ironie était presque drôle. Clara se positionnant comme la championne de la vérité scientifique, confiante que le test ADN soutiendrait des affirmations que je savais biologiquement impossibles. Elle avait même commencé à faire des projets basés sur sa victoire attendue. Elle parlait de redécorer la maison de David pour Michael, discutait des biens de David qui devraient être conservés pour quand Michael serait plus âgé, faisait des suggestions sur la façon dont son fonds d'études devrait être géré. David voudrait que Michael aille dans son ancienne université, a-t-elle dit à la mère de David lors d'un de leurs appels téléphoniques de plus en plus fréquents. Je pensais que nous devrions commencer à économiser spécifiquement pour ça.
La mère de David, qui avait été froide envers moi depuis le début des allégations de Clara, se réchauffait à l'idée d'avoir un petit-fils à gâter. Elle avait déjà acheté de nouveaux vêtements et jouets à Michael et parlait d'installer une chambre d'enfant dans sa maison pour les visites. Toute la famille construisait sa vie autour des mensonges de Clara, faisant des investissements émotionnels dans une relation qui n'existait pas, et planifiant un avenir basé sur des affirmations qui seraient bientôt réfutées. Les regarder faire, c'était comme regarder des gens construire des châteaux de sable juste avant la marée haute. J'ai essayé d'avoir pitié d'eux. Ils allaient être déçus et embarrassés quand la vérité éclaterait. Mais après des semaines à être traité comme le problème, à voir mon caractère remis en question et mes motivations mises en doute, je ressentais surtout une satisfaction sinistre à l'idée qu'ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils s'étaient trompés. James a appelé jeudi avec une mise à jour du laboratoire. Les résultats devraient être prêts demain, a-t-il dit. Êtes-vous préparé? Je suis préparé depuis le jour où Clara a fait son accusation. Et si, d'une manière ou d'une autre, les résultats ne sont pas ce que vous attendez? J'appréciais qu'il soit minutieux, se préparant à toutes les possibilités, même si nous savions tous les deux ce que le test ADN montrerait. Ils seront ce que j'attends. David ne pouvait pas avoir d'enfant, James. Ce n'est pas une opinion ou un vœu pieux. C'est un fait médical. Je vous crois. Je veux juste m'assurer que vous êtes prête pour la suite. Gagnant ou perdant, cela va changer vos relations familiales de façon permanente. Il avait raison sur ce point. Que le test me donne raison ou donne raison à Clara, nous avions franchi des lignes qui ne pouvaient être effacées. Clara avait publiquement accusé mon défunt mari d'adultère. La famille avait choisi son camp plutôt que le mien sans attendre de preuves. J'avais été prête à soumettre un enfant de 2 ans à un test ADN plutôt que d'accepter des affirmations que je savais fausses. Ce n'était pas le genre de conflit dont les familles se remettent facilement. Quelqu'un allait être dévasté par ces résultats, et quelqu'un d'autre allait être justifié d'une manière qui ressemblerait plus à une victoire à la Pyrrhu qu'à une célébration. Vendredi matin, je me suis réveillé avec un étrange sentiment d'anticipation. Pas de l'excitation exactement, mais le genre d'énergie concentrée qui vient de la certitude qu'une longue épreuve est presque terminée. Aujourd'hui, j'aurai enfin la preuve officielle de ce que je savais depuis le début. Clara avait apparemment ressenti la même anticipation. Elle avait appelé le bureau de James 2 fois avant 9 h du matin pour demander si les résultats étaient prêts. Selon sa secrétaire, elle avait l'air excitée plutôt que nerveuse. À 11 h 30, James a appelé. Les résultats sont arrivés. Pouvez-vous venir à mon bureau? Dites-le-moi simplement. Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous être ici dans 1 heure? Son ton était professionnel mais prudent, ce qui m'a fait me demander s'il y avait quelque chose d'inattendu dans le rapport. Un instant, juste un instant, j'ai ressenti une pointe de doute. Et si je m'étais trompé? Et si d'une manière ou d'une autre? Mais non. J'avais vu les dossiers médicaux de David, parlé à ses médecins, vécu des années de traitement de fertilité et de déception. Il n'y avait aucun scénario dans lequel David pourrait être le père de Michael. James était probablement juste prudent, s'assurant que nous discutions des implications des résultats avant que la nouvelle ne se répande. Cela allait créer un cauchemar juridique et familial pour Clara, et James voulait s'assurer que nous gérions cela correctement. Je suis arrivé à son bureau et je l'ai trouvé assis à son bureau avec un épais dossier et une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Les résultats ADN, a-t-il dit sans préambule, confirment ce que nous attendions. David Thompson n'est pas et ne pourrait pas être le père biologique de Michael Richardson. Même si je savais que cela allait arriver, l'entendre énoncer de manière si définitive a été un soulagement si intense qu'il en était presque physique. La vérité, officielle, scientifique, incontestable. Le rapport du laboratoire est très clair, a poursuivi James en ouvrant le dossier. Aucune relation génétique que ce soit. L'enfant ne pourrait en aucun cas être le fils de Monsieur Thompson. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous retournons au tribunal. La demande de paternité de Clara est rejetée. Sa demande de droit de succession est refusée. Et selon la façon dont elle veut gérer cela, elle pourrait faire face à des accusations de fraude, de parjure et de diffamation. Je n'avais pas vraiment pensé aux implications criminelles de ce que Clara avait fait. Elle n'avait pas seulement menti sur David. Elle avait menti sous serment, déposé de faux documents juridiques et tenté de réclamer des biens sur la base de relations fabriquées. Sera-t-elle arrêtée?
Cela dépend de si le bureau du procureur veut engager des poursuites et si Clara continue de maintenir ses affirmations même après avoir été confrontée à des preuves contradictoires. Si elle admet qu'elle a eu tort et se retire gracieusement, il pourrait laisser tomber. Si elle persiste ou essaie de prétendre que les tests étaient faux d'une manière ou d'une autre. Je connaissais assez bien Clara pour savoir qu'elle ne se retirerait pas gracieusement. Elle avait maintenu son innocence face à des preuves contradictoires évidentes toute sa vie. Les résultats ADN ne la rendraient pas soudainement capable d'admettre qu'elle avait eu tort. Quand retournons-nous au tribunal? La juge Morrison a programmé une audience pour lundi matin afin d'examiner les résultats. Clara a été prévenue, donc elle sait que les tests sont terminés. Il sera intéressant de voir comment elle réagit. Intéressant était un mot pour le décrire. Clara était sur le point de découvrir que ses prédictions confiantes sur les preuves ADN étaient complètement fausses, que la preuve scientifique qu'elle prétendait la justifier l'avait au contraire démasquée comme une menteuse, et que tous ceux qui avaient cru son histoire étaient sur le point d'apprendre la vérité sur ce qu'elle avait fait. Après 34 ans à regarder Clara manipuler les situations à son avantage, j'allais enfin la voir faire face à des conséquences dont elle ne pourrait pas se sortir en parlant. Lundi ne pouvait pas arriver assez vite. Lundi matin est arrivé, gris et froid, le genre de temps qui correspond à votre humeur quand vous êtes sur le point de voir les mensonges de quelqu'un le rattraper enfin. Je me suis habillée avec soin, professionnelle, mais pas triomphante. Confiante, mais pas suffisante. Ce n'était pas une victoire dont je comptais me vanter. Clara était déjà au palais de justice quand James et moi sommes arrivés, assise dans le couloir avec son avocat, ressemblant à quelqu'un qui avait passé le week-end à reconsidérer ses choix de vie. Fini le personnage de victime confiante qu'elle avait maintenu pendant des semaines. Elle avait l'air pâle, anxieuse, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, véritablement effrayée. Quand elle m'a vu, nos regards se sont croisés un instant. Je m'attendais à y voir de la colère, ou du défi, ou au moins la détermination obstinée qu'il avait toujours définie. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez Clara auparavant. Une défaite totale. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, malgré des semaines de confiance apparentant ses affirmations, elle savait que les résultats ADN avaient détruit son histoire. Madame Thompson, la juge Morrison nous a appelés à l'ordre avec son efficacité habituelle. J'ai examiné les résultats des tests génétiques soumis par le bureau du médecin légiste. Maître Davison, votre cliente a-t-elle reçu des copies de ces résultats? L'avocat de Clara avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans pendant le week-end. Oui, votre honneur. Nous les avons reçus vendredi soir. Et votre cliente souhaite-t-elle maintenir sa demande de paternité à la lumière de ces preuves? Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé être des minutes, mais n'a probablement duré que quelques secondes. Clara restait immobile, fixant ses mains jointes sur ses genoux tandis que son avocat se tortillait mal à l'aise à côté d'elle. Maître Davison? Votre honneur, ma cliente. Ma cliente souhaite retirer sa demande. Pour quel motif? Plus de silence. Finalement, l'avocat de Clara a parlé d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Le test génétique exclut de manière concluante la paternité, votre honneur. Il n'y a aucune relation biologique entre le défunt et l'enfant de ma cliente. La juge Morrison a regardé Clara directement. Mademoiselle Richardson, comprenez-vous qu'en retirant votre demande, vous reconnaissez que vos déclarations antérieures à ce tribunal étaient inexactes? Clara a levé la tête pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la salle d'audience. Quand elle a parlé, sa voix était si basse que la juge a dû lui demander de répéter. Oui, votre honneur. Je me suis trompé. Trompé. Un si petit mot pour une destruction aussi massive. Trompé sur le fait que David était le père de Michael. Trompé sur le fait d'avoir des preuves pour étayer ses affirmations. Trompé sur sa capacité à convaincre un tribunal que ses mensonges étaient la vérité. Mais la juge Morrison n'avait pas terminé. Mademoiselle Richardson, ce tribunal prend les fausses déclarations très au sérieux. Vous avez déposé des documents juridiques affirmant des faits que vous ne pouviez pas étayer. Vous avez fait des déclarations sous serment qui se sont avérées fausses par des preuves scientifiques. Pouvez-vous expliquer comment cela s'est produit? Clara a finalement levé les yeux et j'ai pu voir des larmes couler sur son visage. De vraies larmes cette fois, pas les démonstrations émotionnelles calculées qu'elle avait utilisées tout au long de ce processus. Je me suis convaincu que c'était vrai. Je le voulais tellement que j'ai cru que c'était vrai. Vous vouliez que quoi soit vrai? Que Michael est un père. Que David.
Sa voix s'est brisée. Point que quelqu'un s'occupe de nous. Et voilà. La vérité sous tous les mensonges, la manipulation et les manœuvres juridiques. Clara n'avait pas essayé de détruire mon mariage ou de voler mon héritage par méchanceté. Elle était désespérée, financièrement et émotionnellement, et s'était convaincue que David pourrait résoudre ses problèmes si seulement elle pouvait prouver qu'il était le père de Michael. C'était pathétique, triste et tout à fait dans le caractère de ma sœur, qui avait passé sa vie à chercher quelqu'un d'autre pour régler ses problèmes au lieu d'assumer la responsabilité de ses propres choix. L'expression de la juge Morrison s'est légèrement adoucie, mais sa voix est restée ferme. Mademoiselle Richardson, je comprends que la monoparentalité est un défi, mais fabriquer des revendications de paternité n'est pas une solution acceptable aux difficultés financières. Comprenez-vous les graves conséquences juridiques de ce que vous avez fait? Oui, votre honneur. Vous avez déposé de faux documents juridiques. Vous avez fait des déclarations sous serment qui étaient factuellement incorrectes. Vous avez causé un préjudice émotionnel et financier important à Madame Thompson pendant sa période de deuil. Ce sont des affaires sérieuses. Clara pleurait ouvertement maintenant, n'essayant plus de maintenir une quelconque prétention de dignité ou de contrôle. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu. Je voulais juste. Ce que vous vouliez, interrompit la juge Morrison, c'était réclamer des biens qui n'étaient pas les vôtres sur la base de relations qui n'existaient pas. Le tribunal transmettra cette affaire au bureau du procureur pour examen d'éventuelles charges criminelles. Des charges criminelles. Même si James m'avait prévenu que cela pourrait arriver, l'entendre énoncer en audience publique était dégrisant. Clara n'allait pas seulement perdre sa fausse revendication. Elle allait faire face à la possibilité d'une peine de prison pour ce qu'elle avait fait. De plus, a poursuivi la juge, Madame Thompson, vous pourriez souhaiter consulter votre avocat au sujet des recours civils pour la diffamation et la détresse émotionnelle que vous avez subie. James s'est penché et a chuchoté, elle suggère que vous pouvez poursuivre Clara en dommages-intérêts. Poursuivre ma sœur. L'idée ne m'était jamais venue à l'esprit, mais je suppose que c'était logique. Clara avait publiquement accusé mon défunt mari d'adultère, convaincu toute notre famille que j'étais déraisonnable de remettre en question ses affirmations, et m'avait fait subir des semaines de procédure judiciaire pour me défendre contre des mensonges qu'elle savait être faux. Votre honneur, je me suis retrouvé debout, bien que je n'ai pas prévu de parler. Puis-je m'adresser à la cour? Vous le pouvez. J'ai regardé Clara, toujours en pleurs sur sa chaise, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction ou de la justification, mais une sorte de tristesse épuisée pour nous deux. Elle avait détruit notre relation, sali la mémoire de David et déchiré notre famille. Et pourquoi? Pour un fantasme désespéré que quelqu'un d'autre résoudrait ses problèmes. Votre honneur, je ne souhaite pas poursuivre en dommages-intérêts civils. Je veux juste que cela se termine. La juge Morrison m'a étudié un moment. Êtes-vous certaine, Madame Thompson? Vous avez subi un préjudice important du fait des agissements de Mademoiselle Richardson. Je suis certaine. Clara fera face aux conséquences que le procureur jugera appropriées, mais je n'ai besoin de rien de plus de sa part. Car que pourrait bien me donner Clara qui réparerait les dommages qu'elle avait causés? L'argent ne restaurerait pas la réputation de David ni ne reconstruirait les relations familiales qui avaient été brisées par ses mensonges. Un jugement civil n'annulerait pas les semaines passées à être traitée comme une méchante par des gens qui auraient dû mieux savoir. La seule chose que je voulais, c'était la vérité. Et maintenant, je l'avais. La vérité officielle, documentée par le tribunal, scientifiquement vérifiée, que Clara avait menti sur tout. Très bien. La demande de paternité de Mademoiselle Richardson est rejetée. Toutes les demandes d'héritage ou de distribution de biens sont refusées. Cette affaire est close en ce qui concerne ce tribunal. Le marteau de la juge Morrison est tombé avec un son de finalité qui a semblé résonner dans la salle d'audience. C'était fini. Enfin, complètement fini. Clara et son avocat sont partis immédiatement, sans regarder personne. James et moi avons rassemblé nos papiers et sommes sortis du palais de justice dans la lumière grise du matin. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. J'ai réfléchi attentivement à la question. Comment je me sentais? Pas triomphante, exactement. Pas heureuse. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Libre, ai-je dit finalement. Je me sens libre. Libre des mensonges de Clara.
Libre de la pression familiale pour accepter des affirmations que je savais fausses. Libre de devoir défendre la mémoire de David contre des accusations qui n'avaient jamais été vraies. La vérité avait enfin rattrapé ma sœur, et c'était exactement ce que j'avais su depuis le début. 3 jours après l'audience, alors que je réorganisais le bureau de David, j'ai trouvé la lettre qu'il m'avait écrite, scellée dans une enveloppe à mon nom, cachée dans son tiroir de bureau derrière de vieilles déclarations de revenus. Ma très chère Ansley, commençait-elle avec l'écriture familière de David. Si tu lis ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose et que tu as eu besoin d'accéder à nos documents privés. J'espère que ce sera dans de nombreuses années et que les informations médicales que nous avons gardées privées le sont restées. Mais si quelqu'un a essayé d'utiliser ma mort pour te blesser, j'espère que ces dossiers t'aideront à te défendre. Je sais à quel point tu es loyal envers la famille, à quel point tu veux croire le meilleur des gens que tu aimes, mais tu mérites d'être protégé de ceux qui profiteraient de ce beau cœur qui est le tien. Ne laisse personne te faire douter de ce que nous savons être vrai. Je t'aime au-delà des mots, au-delà du temps. Quoi qu'il arrive, sache-le. David. Je me suis assise dans son fauteuil et j'ai pleuré pour la première fois depuis ses funérailles. Pas pour le mariage que Clara avait essayé de détruire avec ses mensonges, mais pour le mari qui m'avait assez bien connu pour se préparer à la possibilité que quelqu'un puisse utiliser sa mort contre moi. David avait compris que ma loyauté envers la famille pouvait être utilisée comme une arme, que mon désir de croire le meilleur des gens me rendait vulnérable à la manipulation. Il m'avait laissé les outils pour me protéger tout en me rappelant que ces mêmes qualités, la loyauté, la foi en les gens, la volonté d'aimer malgré la déception étaient des forces, pas des faiblesses. Le téléphone a sonné alors que je lisais sa lettre pour la 3e fois. Ansley. C'était ma mère. Sa voix était hésitante, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis que j'étais enfant. Pourrions-nous parler ? Elle est venue ce soir-là, apportant une cocotte dont je n'avais pas besoin et arborant l'expression prudente de quelqu'un qui sait qu'il doit s'excuser mais ne sait pas trop comment commencer. Je te dois une explication, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil préféré de David. Sur la raison pour laquelle j'ai cru Clara si vite. Maman, tu n'as pas à, si, je le dois. Sa voix était plus ferme que je ne l'avais prévu. Je t'ai laissé tomber, Ansley. En tant que ta mère, j'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû poser des questions au lieu d'accepter l'histoire de Clara. J'attendais l'excuse. L'explication qui rendrait son choix de croire Clara compréhensible, sinon pardonnable. Mais elle n'est pas venue. Il n'y a pas de bonne raison, a-t-elle poursuivi. Clara a toujours été dramatique, toujours été difficile, et tu as toujours été stable, fiable, honnête. Si quelqu'un dans cette famille devait mentir sur quelque chose d'aussi grave, ce ne serait pas toi. C'était la reconnaissance que j'avais besoin d'entendre mais que je n'attendais plus. Non seulement que Clara avait eu tort, mais que la volonté de la famille de la croire plutôt que moi avait été une trahison de tout ce qu'ils savaient de nous deux. Je suis désolé, a dit simplement ma mère. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. Je suis désolé de ne pas avoir posé de meilleures questions. Je suis désolé de t'avoir fait subir des semaines à te défendre contre des mensonges. Merci, ai-je dit. Parce que le pardon semblait trop compliqué pour le moment, mais la gratitude était simple et honnête. Nous avons parlé pendant 2 heures de Clara, des schémas familiaux qui avaient permis son comportement pendant des décennies, de la différence entre soutenir quelqu'un et encourager ses choix destructeurs. Ce n'était pas tout. Il y avait encore des années de dysfonctionnement à déballer, mais c'était un début. Après le départ de ma mère, j'ai appelé James pour prendre des nouvelles de la situation de Clara. Le procureur a décidé de ne pas engager de poursuite pénale, m'a-t-il dit. Première infraction, remords sincère, et le fait que vous ayez refusé de poursuivre au civil ont joué en sa faveur. J'ai été surprise de me sentir soulagée. Clara avait fait des choses terribles, mais elle était toujours ma sœur et la mère de Michael. La prison n'aurait servi les intérêts de personne. Et Clara et Michael? Pour autant que je sache, ils vont bien. Clara est retournée vivre temporairement chez vos parents pendant qu'elle réfléchit à ses prochaines étapes. Mes parents soutenaient à nouveau Clara, ce qui était probablement inévitable, mais au moins maintenant ils le faisaient en pleine connaissance de qui elle était et de ce dont elle était capable, plutôt que de la soutenir par une foi aveuglant la loyauté familiale. 2 semaines plus tard, j'ai déjeuné avec la mère de David pour la première fois depuis les funérailles. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir et fatiguée d'une manière qui allait au-delà de l'épuisement physique. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit immédiatement, d'avoir cru ces choses horribles sur David, de t'avoir traité comme si tu étais déraisonnable.
Vous vouliez croire que vous aviez un petit-fils. Je comprends. Ce n'est pas une excuse pour douter du caractère de mon fils ou du tien. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. David t'aimait complètement. Il ne t'aurait jamais trahi, et j'aurais dû le savoir. Nous avons parlé de David pendant 1 heure. Pas des accusations ou de la bataille juridique, mais de l'homme que nous avions toutes les deux aimé. Ses blagues terribles, son obsession de réparer des choses qui n'étaient pas cassées, son habitude de laisser des tasses de café dans toutes les pièces de la maison. Le vrai David, pas l'adultère fictif que Clara avait créé. Que vas-tu faire maintenant, a-t-elle demandé alors que nous partions. C'était une question que je me posais depuis des semaines. L'assurance vie de David me permettrait de vivre confortablement sans travailler, mais je n'avais que 34 ans. J'avais des décennies devant moi pour découvrir qui j'étais sans lui. Je pense à retourner à l'école, ai-je dit. Peut-être en droit. Il s'avère que je suis assez doué pour la recherche et la plaidoirie. Elle a ri. Et pour la première fois depuis des mois, il semblait normal de rire de quelque chose. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon avec un verre de vin et la lettre de David, pensant aux derniers mois et à ce qu'il m'avait appris sur la vérité, la famille et la différence entre la loyauté et la complaisance. Clara avait essayé d'utiliser la mort de David pour résoudre ses problèmes financiers, détruisant sa mémoire et notre relation au passage. Ma famille avait choisi de croire ses mensonges plutôt que de poser des questions difficiles. J'avais été forcé de prouver l'innocence de mon défunt mari contre des accusations que je savais impossibles. Mais à travers tout cela, la vérité était restée la vérité. Les dossiers médicaux de David n'avaient pas changé parce que Clara voulait qu'il soit différent. Les tests ADN n'avaient pas menti parce que son histoire était émotionnellement attrayante. La biologie ne se souciait pas des dynamiques familiales, du désespoir financier ou du désir de croire le meilleur des gens. En fin de compte, c'est ce qui m'avait sauvé. Pas ma loyauté envers la mémoire de David ou mon refus d'être manipulé, mais des faits simples et vérifiables qui ne pouvaient être contestés. Clara était toujours ma sœur, et une partie de moi espérait qu'elle avait appris quelque chose de cette expérience sur la différence entre vouloir que quelque chose soit vrai et le rendre vrai par des mensonges. Mais même si ce n'était pas le cas, même si elle continuait d'être exactement celle qu'elle avait toujours été, je savais maintenant que la vérité n'a besoin de la permission ou de la croyance de personne pour exister. Elle est, tout simplement. Et parfois, c'est suffisant. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires réelles sur la trahison familiale et le pouvoir de défendre la vérité, même quand tout le monde choisit de croire des mensonges commodes. La vérité gagne toujours à la fin. Parfois, cela prend juste plus de temps que nous